Je tiens à remercier avant tout les cliniciens pour leur intervention de qualité et vous remercier également tous et chacun pour votre présence et vos questions. Je dois dire que je suis très contente de vous voir si nombreux et j'espère que les différentes interventions vous ont permis d'approcher de plus près les enjeux de cette relation première entre la mère et son enfant. Dans une lignée freudo-lacanienne et à travers leurs interventions, les différents cliniciens ont montré comment cette relation première mère-enfant se positionne d'emblée comme une relation à trois termes, la mère, l'enfant et le phallus. En effet, cette question du phallus se trouve au centre de la dialectique oedipienne en tant qu'il est signifiant du désir de l'autre. L'autre, ce trésor de signifiants, l'autre de l'enfant, la mère. Je vais essayer de revenir avec vous sur ce que Lacan nomme le premier temps de l'Oedipe. Dans ce temps où la mère investit tout particulièrement son enfant d'une valeur phallique, celui-ci tente de trouver réponse à la question du désir de l'autre. L'enfant s'identifie alors à ce qu'il suppose être l'objet du désir de la mère et colle ainsi son désir au sien. En d'autres termes, il tente de satisfaire le manque de la mère en se mettant à cette place imaginaire de phallus. Aussi, dans cette identification phallique, l'enfant fait l'économie de la dimension de la castration puisqu'il dénie imaginairement le manque, aussi bien chez lui que chez sa mère. Ce sera alors le rôle de cet élémentaire, le père ou la fonction paternelle, de venir séparer cette indistinction fusionnelle entre l'enfant et la mère pour qu'ils puissent chacun trouver une voie désirante. Dans cette indistinction fusionnelle, on pourrait dire que lorsque 1 plus 1 égale 1, il y en a bien un qui manque à l'appel, et j'ai envie d'ajouter à l'appel de son désir. C'est cela aussi cette question de l'aliénation au désir de l'autre que l'on entend dans la clinique. Justement, en quoi cette question va-t-elle éclairer la clinique, puisque c'est cela également qui nous intéresse. Nous avons entendu aujourd'hui les paroles de patients de psychanalysants qui parlent de leur rapport à leur mère, ou dans le cas d'une mère, de son rapport à son enfant. Ils peuvent en parler en ces termes. Je suis comblée par mon enfant c'est ma vie, ma mère est tout pour moi, je ferai tout pour elle, ou encore, ma mère et moi, on est inséparables. Tant de paroles qui supposent la trace imaginaire de ce premier temps de l'Oedipe, et que nous retrouvons d'ailleurs dans le langage de l'amour, avec cette idée de ne faire qu'un. À la fin de ce colloque, je vous dirai que ce fantasme me paraît quelque peu délicat. Dans la clinique, la porte d'entrée d'une psychothérapie se situe du côté de la souffrance, qui, souvent revêtue par un symptôme, vient pointer les impasses dans lesquelles l'être se trouve. Une souffrance quant au fait de ne pas pouvoir se séparer de l'autre, de ne pas pouvoir quitter ses positions infantiles, de ne pas savoir dire non à l'autre, de ne pas trouver sa place, ou encore d'avoir l'impression de passer à côté de sa vie. Bref, ce que l'on entend dans la clinique, c'est cette difficulté pour l'être de devenir sujet de son existence et de trouver la voie de son propre désir. Revenons un instant aux interventions des cliniciens qui ont présenté aujourd'hui une partie de leur clinique. Je souhaite notamment faire référence à l'intervention de Jeanne Sourouille et de Férouz Nemraoui, qui, au travers de leur clinique, ont dégagé, il me semble, au travers du discours de ces psychanalysants, des traces singulières d'aliénation au désir de l'autre. Je les ai rassemblées et je choisis aujourd'hui de vous les présenter de façon succincte. Confondre son désir au désir de l'autre pour ne pas le décevoir. Se conformer au désir de l'autre en laissant son désir de côté. Avoir l'impression de tromper ce grand autre lorsque notre amour se porte vers un petit autre. Autant de traces, de paroles marquées de cette aliénation au désir de l'autre, où l'être, dans sa souffrance, trouve un mode de satisfaction bien coûteux. Être tiraillé entre son désir et le fait d'occuper la position de phallus imaginaire, voilà bien ce que la clinique nous dévoile. D'ailleurs, ce tiraillement s'entend à travers le sentiment de culpabilité, et merci à Jeanne Sourouille qui a mis cela en exergue, en tant qu'il vient signer l'Oedipe et qu'il représente un indicateur important dans la traversée de la cure. Lors de cette journée, les cliniciens ont également montré en quoi le complexe d'Oedipe se réactualise dans ce devenir mère, et dans quelle mesure il fait appel aux différentes identifications oedipiennes et à l'être femme. Et là encore, vous l'avez compris, il est question de désir. Être mère, c'est se confronter à son désir et à son propre manque. Lorsque ce manque vient à être comblé par l'enfant, parsemé par un amour maternel qui fait du trop, il y a peu d'espace pour que puisse émerger le désir. L'enfant venant en lieu et place de l'objet A, c'est-à-dire cet objet fondamentalement manquant, cause du désir. C'est aussi parce que l'étoffe du désir se tisse dans l'aliénation au désir de l'autre que certains symptômes chez l'enfant viennent également pointer une problématique oedipienne chez la mère.
Avec cette dialectique du désir, je dirais que l'on peut bien mettre au placard cette question d'être une bonne ou une mauvaise mère, bien que cela ne soit pas l'objet de la psychanalyse. Winnicott parlait de la mère suffisamment bonne, c'est-à-dire une mère qui ne serait pas dans le trop ou dans le pas assez dans les soins qu'elle prodigue à son enfant. On peut bien sûr entendre cet aspect-là, mais il convient également d'entendre tout l'aspect imaginaire, fantasmatique et symbolique qui berce cette relation première. Aussi, la question est à situer du côté du désir de la mère et de son rapport à la castration, et non de certains comportements qui l'étiquetteraient comme étant une bonne mère. D'ailleurs, il me semble qu'à ce jour, il n'en existe pas de définition, à part bien sûr une définition qui serait attirée du côté de l'imaginaire. Pour finir, une petite anecdote qui va peut-être vous parler. C'est lors d'une soirée entre amis qu'une personne que je ne connaissais pas jusque-là me lance, disons-le, au visage. « C'est quoi ça, le DIP? Coucher avec sa mère et tuer son père? Mais ce n'est pas possible, cela. » Je me demandais alors comment j'allais bien pouvoir me sortir de ce pétrin. Après 2 gorgées d'un bon verre de vin, je répondis simplement. Coucher avec sa mère et tuer son père? Oui, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi je vous parle de cette anecdote. Parce que cette question de l'Oedipe, on peut essayer de l'étudier, de l'expliquer, de la comprendre, mais la meilleure façon d'en faire le tour, c'est bien sûr de l'éprouver sur le divan, en traversant ses diverses aliénations et fantasmes, ainsi que le rapport que l'on entretient avec cet autre au cœur de soi. Et d'ailleurs, comme M. de Amorim aime à le rappeler au sein du RPH, le psychanalyste se doit d'être le premier à aller s'allonger sur le divan, de par la responsabilité qu'il engage dans son désir. Je ne peux que terminer en vous donnant rendez-vous dès à présent pour notre prochain colloque, qui portera sur le second temps de l'Oedipe et qui fera intervenir un quatrième terme. Vous l'avez deviné, il s'agit bien sûr du père, ou plutôt de la fonction paternelle. Merci.